Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, Grand Carrefour, nouveau numéro. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore sur la radio. Télévision Delta Santé. Eh bien, la situation sanitaire demeure préoccupante au Togo avec la Covid-19. L'état d'urgence décrété pour 3 mois tire vers sa fin. Que faire dans les autres jours, alors les jours à venir, d'autant plus qu'aujourd'hui, on observe un taux important de personnes atteintes de ce fléau, de ce virus de corona. Eh bien, nous en parlons bien évidemment dans cette émission, dans cet après-midi, avec ici au plateau, M. Hamidou Sani, ingénieur sanitaire, chef division de l'assainissement de base à la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base. Monsieur Hamidou, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Merci, bonsoir. Nous avons également à ce plateau Dr Laté Nipé. Je vais bien croire que je n'ai pas trop écorché le nom. Nipé, vous êtes la directrice du district sanitaire numéro 4. Merci d'être à ce plateau avec nous. Bonjour. Merci. Bonjour. C'est cela. Et donc, Monsieur Sani, je le disais tantôt, le 1er avril dernier, le chef de l'État a décrété un état d'urgence sanitaire au vu de la situation sanitaire qui bouleverse le monde entier, l'Afrique et par ricochet le Togo. Nous sommes en fin mai, bientôt la fin de l'état d'urgence sanitaire. À la lueur vont les choses. Avez-vous l'impression que cet état d'urgence sanitaire sera donc prolongé? Bon, donc, merci pour cette question qui est pertinente. Nous nous retrouvons vers la fin de l'urgence sanitaire, mais c'est maintenant que nous enregistrons beaucoup de cas, avec près de 39 districts sur les 44 districts que nous avons, qui sont déjà atteints. Nous n'avons que 5 districts qui n'ont pas encore présenté de cas. Et la courbe montre déjà que nous avons atteint le pic la semaine passée. Et ce pic a commencé à chuter dans certains districts. Et seulement la région Lomé-Commune et Maritime reste pour nous un souci énorme, où nous enregistrons toujours des cas et qui demandent à revoir si l'état d'urgence doit être prolongé ou pas. Mais c'est un gros souci pour tout le monde parce que la situation n'est pas totalement maîtrisée. Et ça demande à ce qu'un plaidoyer soit fait pour voir si nous pouvons prolonger l'état d'urgence pour pouvoir maintenir ou bien supporter et permettre d'améliorer le système qui est mis en place afin de couper la chaîne de transmission qui est en train d'avancer. Nous avons connu tout récemment le problème de déconfinement des pays frontaliers qui ont fait que le nombre de cas ont flambé. Donc tout de suite, les services ministères sont en train de faire des efforts pour vraiment qu'on maintienne le cap qui était avant cette ouverture. Et je pense qu'il serait important de voir si la possibilité y est de pouvoir prolonger de 1 ou 2 mois pour permettre vraiment de maîtriser la situation. Ce serait là votre souhait. Oui, ce serait là mon souhait. Docteur Laté, eh bien, vous, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle de la pandémie à Covid-19 au Togo? Merci pour la question. Comme il a déjà dit, nous avons atteint le pic et la courbe a commencé par chuter. Donc on peut dire que le système de santé, le système de traçage mis en place par le ministère a bien fonctionné. Nous avons pu maîtriser les nouvelles contaminations. Mais actuellement, si nous dormons sur nos lauriers, on peut avoir une nouvelle flambée. Donc, c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions maintenir le cap pour que nous puissions vraiment endiguer ce mal qui est là actuellement et qui sévit dans le monde entier. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine maîtrise de la chaîne de contamination aujourd'hui par le Togo? Bon, dans certains districts, on peut dire qu'il y a eu une maîtrise. Vers le nord, il y a eu une maîtrise parce que la flambée était due au fait que le Ghana a déconfiné. Donc, nos compatriotes qui souhaitaient rentrer au pays avaient amené la maladie et ça a augmenté les cas positifs.
Mais actuellement, il faut savoir qu'il y a des contaminations locales, des transmissions locales. Donc, si nous arrêtons les mesures, ou bien nous dormons sur nos lauriers, comme je l'ai dit tantôt, on risque de reconnaître, d'avoir encore une nouvelle flambée. C'est ça. Alors, Monsieur Sani, aujourd'hui, toutes les préfectures du Togo sont atteintes, quoi qu'on dise, c'est du rouge. Alors, est-ce qu'on peut parler réellement d'une certaine maîtrise qu'a le Togo sur cette contamination qui ne cesse d'avancer? Et merci beaucoup. Il faut le dire que, pour ne pas trop dire le Togo a une maîtrise, parce que dès le début de la flambée, vous avez constaté les cas que nous enregistrons au départ. Et la montée qui était très sensible, parce que autour des cas, nous avons pu investiguer tous les cas et un suivi des contacts a été fait et les résultats qui sortent à la fin du suivi des contacts montraient que c'était bien. Et donc, ce qui a permis à un moment donné de se dire qu'on pouvait se dire qu'on était à l'abri. Mais subitement, quand il y a eu des ouvertures au niveau des frontières, nous avons connu de nouveaux cas. Et c'est ce qui a encore entraîné à des ouvertures sur la recherche des cas, le suivi des contacts. Et c'est ce qui a fait que, à la fin de ces contacts, nous allons espérer, parce qu'en fait, c'est un cycle, hein, le cycle va jusqu'à 14 jours, voire 21 jours. Donc au bout de cette période, si les éléments sont mis en place, la détection précoce des cas, avec les investigations de tous les cas contacts sont connus, donc ça permet au finish, à un moment donné, de s'assurer qu'autour d'un cas, on peut découvrir si on a tous les éléments autour de ces cas, on a espoir de couper la chaîne de transmission. Mais le cas contraire, le Tico Togo aujourd'hui, nous avons maîtrisé la situation parce qu'autour des cas, nous avons la majorité, nous retrouvons à près de 100% les contacts. C'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir maîtriser la maladie. Si ce n'était pas le cas contraire, aujourd'hui on devait commencer à courir parce qu'il suffit de rater un seul cas dans la communauté qui est contact et qui est malade, ça va entraîner une flambée dans la communauté. Et donc c'est ce souci-là qui a prévalu depuis le début. Pour le dire, les districts font le travail avec les équipes d'intervention rapide qui vont autour des cas pour pouvoir les détecter précocement et les mettre en quarantaine avec un suivi régulier de 14, voire 17, voire 21 jours. Et aujourd'hui, nous avons au moins une inquiétude parce que autour de chaque cas, nous avons une situation claire qui prévaut. Et nous espérons, si cela se poursuit, nous allons attendre dans les prochains jours, parce que c'est un cycle de 14 voire 21 jours. S'il y a de nouveaux cas, il faut attendre 21 jours pour pouvoir s'assurer qu'autour de ces cas, on a la chance de pouvoir avoir des cas non contaminés et que si ces cas ne sont pas contaminés, ils sont tous en état, ça donne encore de la force pour le pays. C'est cela. Docteur Lacté, vous êtes la directrice du district sanitaire numéro 4. Quelle est aujourd'hui la collaboration entre la coordination nationale de riposte contre la COVID-19 et le district pour pouvoir mener à bien cette lutte? Il y a une collaboration permanente parce que c'est l'organe qui coordonne toutes les activités de tous les districts du Togo. Donc, chaque jour, c'est eux qui nous fournissent le matériel et nous, de notre côté, on leur envoie les rapports. De leur côté, ils nous envoient les directives et les directives que nous devons respecter pour pouvoir, comme monsieur l'ingénieur l'a déjà dit, pour pouvoir tracer les contacts et les maîtriser, les suivre. Donc, je peux dire qu'il y a une collaboration permanente avec le Comité national de gestion de riposte et les districts, tous les districts sanitaires du Togo. Tracer, traquer et traiter. Voilà. Donc, voilà donc le processus. Aujourd'hui, vous l'aviez dit tantôt, le gros problème reste le grand Lomé. En quoi est-ce que la concentration de Lomé véritablement constitue un souci pour cette lutte à COVID-19? La concentration de Lomé constitue un risque pour ce COVID-19 dans la mesure où la population ne respecte pas, toute la population ne respecte pas les mesures barrières. Supposons que tout le monde respecte les mesures barrières, il n'y aura pas trop de risques. Mais on regarde maintenant au Carrefour, on a l'impression que la population est déjà fatiguée des mesures barrières mises en place par le ministère. Or, c'est maintenant qu'il faut encore intensifier le respect de ces mesures barrières pour pouvoir
casser la chaîne de transmission. Donc, Lomé est très dense. Il y a certains quartiers qui sont très concentrés, très denses. Donc, et il y a la proximité. Donc, si nous ne respectons pas les mesures barrières, cette proximité va augmenter, va entraîner encore une autre flambée de la maladie. C'est le cas de la SAMé. C'est parce que la concentration là-bas est dense, il y a une certaine proximité qu'il y a eu un seul cas, après un cas, immédiatement on a observé dans ce district une flambée. Donc c'est vrai que la population est dense, il y a une concentration, mais si nous arrivons à respecter les mesures barrières, je crois que nous pouvons nous en sortir. Très bien. Alors, M. Sani, avant de revenir sur le relâchement du respect de ces mesures barrières, d'aucuns fustigent, j'entends soit peu, des communications qui se font autour de certaines réalités liées à la COVID-19. Prenons l'exemple sur Tokoin Jules Sami tout à l'heure. Oui. Ce foyer n'a pas été détecté aujourd'hui ni hier. On a comme impression qu'on entend des hoquets officiels pour pouvoir dire réellement si dans ce milieu il y a le virus ou alors les gens font la maladie à ce milieu. On reproche là à l'organisation ou aussi à l'État. Que répondez-vous? En fait, comme on l'a dit au niveau de la SAMé, dans le temps, lorsqu'on a découvert des cas dans cette zone, les cas contacts qui se retrouvaient dans deux voire 3 familles, on était près de 80 personnes. Donc vraiment, la densité de cette zone fait que vraiment c'est un souci pour la plupart par rapport aux infrastructures qui existent, par rapport aux logements qui existent. Et puis, même malgré les barrières qui existent dans la zone, vraiment c'est pas facile de juguler. Aussi, ma question est de savoir si on détecte le mal dans une zone donnée, est-ce qu'il faut attendre certaines procédures pour pouvoir communiquer là-dessus? Non, en fait c'est direct parce qu'au fait, quand on détecte dans une zone une maladie, c'est les équipes d'intervention rapide qui interviennent, qui essaient de voir les cas contacts qu'on peut facilement prélever, et les autres qui sont des cas contacts qu'on peut confiner, on essaie de voir si on peut les confiner. Et si à la fin les résultats qu'on obtient, on peut référer, on les réfère. Vous savez qu'on a des centres, le centre de Daouba où il faut référer ceux qui sont déjà malades mais asymptomatiques, et le CHF de mes communes qui déjà font la maladie où on les garde dans cette zone. Donc c'est ces aspects-là vraiment. Aujourd'hui, c'est parce que cet événement est tenu par les districts et les équipes d'intervention rapide que nous cernons la situation. Si dans le cas contraire, aujourd'hui, ça devait être un grand souci. Donc les districts sont avec les équipes d'intervention rapide et avec le téléphone, le 111, ça permet de pouvoir tracer les zones et pouvoir juguler la situation en prenant en compte tous les malades et tous ceux qui sont les personnes contacts. Mais le plus souvent, on est obligé des fois, quand des situations se présentent, de mettre des cas contacts en confinement. Et quand on les met en confinement, en résidence, on les surveille parce que chaque matin, on doit prendre leur température. Ensuite, voir s'il n'y a pas une maladie, s'il n'y a pas de signes qui arrivent, pour qu'on puisse les évacuer dans un centre adéquat pour une prise en charge. Donc le souci, c'est qu'aujourd'hui, devant tout un cas signalé, la réaction est immédiate. On ne traîne pas pour pouvoir dire qu'il faut attendre un OK. Parce que chaque district rend compte de la situation qui prévaut pour son district et s'occupe de la population du district. Et par conséquent, si un district laisse une situation pourrir, c'est elle qui va souffrir avec le temps. Très bien. Docteur Larté, c'est quoi le circuit que suivent plutôt vos rapports pour la coordination nationale? Oui. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que M. Sani dit. Il ne faut pas que la population ait l'impression, comme si on découvre un cas dans un quartier, on attend les ordres d'en haut, on croise les bras pour attendre. Non. Lorsque vous faites des prélèvements dans votre district, vous envoyez au niveau de l'INH. C'est le district qui envoie par l'intermédiaire de ces équipes d'intervention rapide. Automatiquement, lorsque le résultat sort, ça sort en fonction des districts. Donc, déjà, quand tu as la situation épidémiologique, chaque directeur de district a la situation épidémiologique lorsque l'INH finit. Donc, immédiatement, tu vois déjà le nombre de cas que tu as et les personnes qui sont positives. Après avoir donné le nombre, on donne les identités. C'est vrai que c'est des codes
puisque c'est toi qui as prélevé, tu connais le code de la personne. Donc, c'est des lettres que chaque district connaît. Et automatiquement, parce que si tu traînes, il y aura problème, compte tenu du fait que ce virus est hautement contagieux. Donc, immédiatement, tu as les noms, tu vas vers la personne dans les maisons et tu fais ce qu'on appelle l'investigation pour pouvoir tracer les contacts qu'il a et rapidement les mettre en quarantaine. Parce que la plupart des cas positifs que nous avons parmi les cas positifs que nous avons, c'est des contacts. Les contacts ont été... il y a un grand nombre de contacts qui est devenu positif. Donc, si on attend un OK et ça traîne, il y aura un souci. C'est cela. Donc, il y a toujours des réactions immédiates. Rapides. Oui. Immédiates. Maintenant, quel est le circuit des rapports que nous envoyons? Chaque district envoie des rapports d'activité et nous avons plusieurs canevas de rapports en fonction du suivi des contacts. Il avait déjà dit, il y a des contacts que nous suivons et il y a une périodicité de prélèvement au niveau de ces contacts-là. Et il y a aussi la gestion des voyageurs, ceux qui sont venus sur le territoire, qui viennent d'ailleurs. Ça aussi, c'est un autre canevas. Donc, nous, à chaque fois, chaque jour, à 16h, nous envoyons tous ces rapports à notre hiérarchie immédiate. C'est quotidien. À notre hiérarchie immédiate, qui est la direction régionale de la santé Lomé-Commune. Maintenant, en dehors de cela, nous envoyons également un autre rapport directement au CNJR. Donc, voilà comment se passe la périodicité de nos rapports par rapport à nos hiérarchies. Très bien. Et pour compléter, quand la directrice régionale reçoit le rapport, déjà avant 16h, elle transmet le rapport à le comité qui fait la compilation. Donc c'est le directeur général de l'action sanitaire qui est le point focal RSI et son agent Dr Tamakle, et il cumule tout le rapport qui est fait pour l'ensemble du territoire national. Et c'est ça que le lendemain, au niveau de la réunion de coordination journalière présidée par le ministre de la Santé, on présente la situation de la journée et de la veille. Et donc tout le monde est au courant de la situation qui prévaut, des mesures urgentes à prendre, des actions à faire, tout est décidé et toutes les équipes retournent pour travailler. Donc le comité est créé, donc il y a un comité sectoriel qui est créé avec plusieurs sections et chaque section, en ce qui le concerne, joue sa partition pour que le Covid soit jugulé au Togo. Très bien. Alors, M. Sani, dites-moi, comment expliquez-vous aujourd'hui, malgré la flambée des cas de contamination, que le respect des mesures barrières soit relâché au niveau de la population? Merci beaucoup. Donc, si je vais dire par rapport à cette question, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un relâchement dans la communauté. Mais les causes sont nombreuses. Elles sont nombreuses. On peut se dire que la population dit que la chose a dure. Ça, c'est un aspect. Mais devant une maladie, on ne peut jamais se lasser déjà. S'il commence à se lâcher et nous constatons que le nombre de cas augmente, ça fait des soucis pour nous l'ensemble. Et quand c'est le cas, tout le monde est exposé. Parce que plus le nombre de cas faisant la maladie dans la communauté existe, donc nous sommes tous exposés et par conséquent, ça peut entraîner une flambée dans les prochains jours. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment d'encourager la population à toujours continuer à respecter les barrières. Les barrières. Si ce n'est pas le cas vraiment, on ne va pas être à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez la situation du Togo, elle est meilleure que dans d'autres pays. Si vous prenez nos voisins de l'Ouest aujourd'hui, le nombre de cas, vraiment, ils sont dans les milliers. Mais nous sommes encore dans les 300. C'est parce que des actions fortes sont entreprises et que des mesures barrières sont respectées à des degrés différents qu'on devra vraiment encourager que chacun le fasse pour vraiment nous permettre au Togo de ne pas avoir des soucis que nous vivons dans les autres pays de la sous-région. Donc c'est un gros souci pour nous. Très bien. Alors, docteur Lacté, au niveau du district 4, vous n'avez pas l'impression que la population ignore un peu l'existence de cette maladie? Au niveau du district 4, je ne pense pas que la population ignore. Mais seulement, comme vous l'avez dit, il y a un certain relâchement. Et il y a le fait aussi que certains disent, nous avons fait certaines sensibilisations tout récemment
on est allé au niveau de la plage où il y a certains enfants jeunes qui vivent pratiquement dehors. Ils disent, si vous nous amenez les masques, nous allons porter. Donc, ils savent que la maladie existe. Ils connaissent les gestes barrières, mais des fois, il y a le manque de moyens aussi, vu que les masques et les barrettes que nous portons sont un peu chers. Donc, je crois qu'il y a une réflexion qui est faite au niveau de la coordination pour pouvoir fabriquer des masques, sinon à vil prix, pour que toute la population puisse se procurer ces barrettes qui nous aident à ne pas transmettre immédiatement la maladie à notre interlocuteur. Donc, il y a aussi l'UNICEF qui a financé une activité des relais communautaires. Les relais communautaires avec les mégaphones vont dans toutes les ruelles, puisque actuellement, compte tenu de la haute contagiosité de la maladie, on ne peut pas se permettre de faire du porte-à-porte. Ces relais communautaires seront exposés. Donc, ils ont des mégaphones, ils se baladent dans la communauté. Et on a formé aussi les leaders communautaires, les chefs traditionnels, les responsables de mosquées, d'églises, pour c'est vrai qu'il n'y a pas de rassemblement, mais il y a certains qui font quand même des audios WhatsApp, les réseaux sociaux actuellement, pour qu'ils puissent transmettre le message. Donc, je peux dire qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises. Voilà, il y a aussi une voiture sonorisée qui passe dans le quartier 2 fois par semaine pour pouvoir parler de la maladie. Donc, il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir informer la population. Mais il y a des fois certaines personnes qui ne veulent tout simplement pas respecter les mesures, d'autres qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, je crois que peut-être dans les prochains jours, la coordination va revoir la disponibilité des barrettes pour que tout le monde puisse le porter. Disponibilité des barrettes, bien évidemment, je crois que c'est à cela d'ailleurs que travaille la coordination nationale en rendant bientôt ces barrettes accessibles et en les rendant plutôt aussi obligatoires dans les lieux publics. Si c'est accessible, ça peut être aussi rendu obligatoire. Monsieur Sani, c'est à cela la coordination travaille. Oui, vraiment, la coordination travaille là-dessus. Au départ, on s'était cantonné sur les bavettes importées. Aujourd'hui, nous sommes en train de fabriquer, de coordonner les actions des tailleurs, des couturiers, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse accompagner la communauté à disposer des bavettes à vil prix et qu'on peut facilement laver et qu'on peut réutiliser. Donc c'est cet esprit-là qui est en train d'évoluer dans les prochains jours. Et des coopératives sont en train de lancer ces affaires-là pour que, même au relais, au l'AIC qui est dans le village, ait une bavette qu'il peut utiliser et en fin de journée la laver et le réutiliser le lendemain. Et c'est ça les esprits. Si nous voulons vraiment acheter la bavette pour toute la population, toutes les ressources vont partir. On n'aura pas de ressources pour acheter les médicaments pour gérer la maladie, entretenir les zones et puis nourrir tous ceux qui sont en prise en charge. Donc ces aspects vraiment, c'est les bavettes qu'il faut fabriquer localement pour permettre à chacun de les utiliser et facilement arrêter la transmission. Monsieur Sani, c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, toutes les préfectures du Togo sont visiblement atteintes par la COVID-19. Oui. Mais lorsque vous traversez le pays, vous traversez certains milieux, vous avez comme l'impression que vous êtes sur une autre planète. Oui. C'est comme la maladie n'existe peut-être qu'à Lomé ou alors à Tchalapanga où ça a été aussi détecté, ou alors dans des foyers donnés. Là, carrément, aucune mesure de distanciation, aucune mesure de protection, rien ne s'observe, comme si on vit à l'ère de COVID-19. Comment vous l'expliquez? Bon. Cet événement, ça m'étonne parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, les préfets sont les présidents de commissions locales. Et chaque soir, ces comités se réunissent pour voir ce qui se passe. Et à côté, il y a la force spéciale Covid-2019 qui est là également aussi, qui accompagne. Les conditions sont améliorées dans beaucoup de zones. Ce n'est plus le cas comme avant, comme on le pense.
Et quand on parle des zones de Tcharkanga, c'est parce que nous avons eu un souci de confinement du Ghana et que des gens sont rentrés et que ça a été. Mais sinon, la plupart des régions, la plupart des districts ont pris conscience de cet élément et le préfet chaque soir donne des informations clés sur ce qui se passe dans leur zone à la coordination nationale. Et je pense que c'est des aspects que vous êtes en train de dire qu'on peut toujours chercher à vérifier parce que l'autorité est au courant et rend compte à la coordination nationale de tout ce qui se passe dans leur zone. Donc, penser que ça n'existe pas, ce que vous venez de dire, on peut croire. Mais c'est à la vérification qu'on peut s'assurer que vraiment ces aspects qui sont développés et que vous êtes en train de dire existent dans certaines zones qui pensent que le Covid n'existe pas. Vous savez la situation que la directrice des CAT vient de dire, qu'il y a encore des gens qui restent sceptiques. C'est le scepticisme-là, des fois, qui tue. Et je pense que les gens doivent se réveiller pour s'assurer que nous devons être ensemble pour pouvoir arrêter la maladie, pour que nous ne soyons pas tous exposés. Après, aujourd'hui, il y a des gens qui sont guéris, sont heureux. Et encore, il y a des gens qui sont encore dans les centres de prise en charge, que des efforts sont en train d'être faits, que bientôt, nous prions le Seigneur que ceux-ci aussi guérissent pour qu'ils gagnent leur famille et aider à pouvoir sensibiliser au maximum. Les gens souhaitaient que s'ils sont guéris, s'ils peuvent vraiment aller expliquer la situation de la maladie, les gens comprendront mieux parce qu'il y a encore des soucis dans la communauté qui pensent que la maladie n'est pas réelle. Or, c'est des faits qui existent et on a déjà, vous voyez déjà sur l'ensemble aujourd'hui, nous sommes à 12 décès. 12 décès sur 386 cas que nous avons enregistrés. Et à côté, on a plus de 100 guéris. Donc, ce qui veut dire que les gens pensent que cette maladie, elle est là, elle tue, mais aussi, on a l'avantage aussi d'être guéri. Donc, ce qui veut dire que nous devons vraiment encore resensibiliser les communautés parce que c'est une maladie qui est transmise par la respiration et donc par conséquent, nous devons faire un effort que les mesures barrières soient vraiment respectées pour nous permettre d'aller vraiment à l'arrêt de la maladie. Parce que jusque dans les zones où aujourd'hui il y a la maladie, comme la Chine, où ça a commencé à Wuhan en décembre, aujourd'hui ils ont fini presque la chaîne, après au bout de 3 mois. Et si nous, au bout de 3 mois, 4 mois, on n'a pas pu finir, ce qui veut dire que nous devons changer de comportement pour vraiment juguler vraiment et arrêter la transmission dans la communauté. Depuis un moment, le Togo a opté pour les dépistages massifs. Oui. Quel est aujourd'hui l'intérêt de cette option? Merci beaucoup. Donc, comme on le dit, le dépistage massif, c'est un élément fondamental. Parce que plus on connaît sa population, l'état de sa population, plus on est sûr qu'on est épargné de la maladie. Si je prends l'exemple de Sokolé, dans la zone où nous avons participé à Kouvon, où il y avait eu 11 cas dans le village, le dépistage était systématique dans le village. Nous avons dépisté plus de 700 personnes. Et sur les 700 personnes, il n'y avait aucun cas. Et ça prouve qu'aujourd'hui, dans cette zone, on est indemne. Donc s'il y avait des moyens conséquents, on devait faire un dépistage systématique de toute la population pour s'assurer qu'aujourd'hui, notre problème, il n'y a pas beaucoup de malades. Parce que quand on dépiste tôt, on écarte, on élimine ceux qui sont positifs, on les prend en charge et on coupe la chaîne de transmission dans la communauté. Si ce n'est pas le cas, nous laissons. Donc on n'a pas de moyens pour dépister beaucoup de gens. On laisse les malades dans la communauté. Vous voyez par exemple, si je prends 700 personnes, il y a des cas qui sont positifs. Les 200 personnes positives au cours d'une période donnée vont infecter une majorité dans la communauté et par conséquent, vous allez vous rendre compte qu'on ne pourra pas arrêter la chaîne de transmission. Plus on dépiste tôt, plus on gagne et puis précocement on prend en charge les cas et on gagne dans le pari. Donc c'est un souci parce que c'est les moyens qu'il faut parce qu'il faut acheter les réactifs, il faut maintenant aller faire le dépistage et ça demande beaucoup de ressources. Et donc c'est important que tout le monde accompagne le gouvernement, accompagne le comité national pour que des moyens soient, pour que nous puissions aller à un dépistage. La preuve, aujourd'hui, vous pouvez constater qu'on vient de mettre en place le deuxième INH à Kara pour s'occuper de toute la région du Nord. Avant, tous les échantillons étaient envoyés à l'ONU. Mais aujourd'hui, on a vu la demande et vu la situation qui prévaut. Le chef d'État a ordonné de créer aujourd'hui l'INH second à Kara pour couvrir toute la région des savanes, de la Kara et puis la région centrale. Ce qui veut dire que ça demande un dépistage. Donc si les ressources sont conséquentes et que
les matériels de dépistage sont disponibles, on pourra vraiment dépister au maximum. Nous sommes à près de 12 000, pour ne pas me tromper, dépistages qui sont faits dans la communauté et qui donnent une allure plus importante sur la santé de nos populations par rapport au Covid. S'il y avait des moyens, sur les 7 millions de la population, il suffisait de faire un dépistage systématique et on écarte ceux qui ont la maladie et on les traite. Et ça, on gagne dans le pareil. Donc je pense que c'est le souci qu'il faut. Très bien. Docteur, vous êtes sur le terrain. C'est quoi l'intérêt de ces dépistages massifs aujourd'hui pour la population? Il l'a déjà dit, il a très bien dit. Le dépistage massif permettra de retirer de la communauté tous ceux qui seront positifs. Quand on retire la personne de la communauté, on casse en même temps la chaîne de transmission. Parce que si elle est toujours là, vous voyez comment c'est très facile de se faire contaminer. En une journée, 2 jours, 3 jours, il va contaminer plusieurs. Et ces contaminés, ces nouveaux contaminés vont également contaminer les autres. Donc, un dépistage massif permettra de mettre la main sur ceux qui sont positifs, les amener à un endroit isolé où on va les traiter. Eh bien, aujourd'hui, est-ce que la population ne développe pas une certaine réticence face à ces dépistages? Parce qu'après tout, il y a un fléau de stigmatisation qui est sûr. Comment vous gérez ça? Oui, c'est très difficile. C'est un aspect qui est très, très, très compliqué dans la communauté. La stigmatisation amène les gens à ne pas déjà se déclarer. Ils sont malades, mais ils ne veulent pas déclarer, de peur qu'ils soient victimes d'une stigmatisation dans la communauté. C'est le lieu de rappeler à la population que ça ne sert à rien de stigmatiser celui qui a été contaminé. La preuve, lorsqu'ils sont pris en charge au niveau des centres de traitement, ils reviennent complètement guéris. Il est de l'intérêt de nous tous, de chacun de nous, d'aller vers les services de santé lorsque nous voyons que nous développons les signes et de ne pas se cacher. Donc, c'est très important. Maintenant, c'est vrai, lorsqu'on va en combinaison pour pouvoir prélever quelqu'un, c'est très compliqué. C'est toute une psychose. La dernière fois, on a failli, dans mon district, on a pris les coucous sur nous. Parce que pour eux, nous venons pour les vacciner et après leur inculquer, leur inoculer la maladie. Alors que nous sommes venus plutôt les sauver. Il faut que la population arrête de penser. C'est aussi des idées arrêtées, des préjugés qu'on a de cette situation. Que lorsque, même si vous êtes bien portant, ils sont là, les agents sont là pour vous inculquer la maladie et après vous détecter positif. Non. Et ce dépistage que nous venons faire, c'est vrai, il y a une périodicité. Lorsqu'on se rend compte que vous avez été en contact avec un cas confirmé, on vous met en quarantaine. Lorsqu'on vous met en quarantaine, au 7e jour, on fait un premier prélèvement pour voir si vous êtes positif. Parce que si on ne le fait pas et vous êtes positif, vous constituez un danger pour les autres. Un. Et de deux, vous pouvez développer, on ne sait pas si vous avez des facteurs de risque qui peuvent peut-être vous amener à faire la forme grave de la maladie. Donc, c'est pour cela que déjà au 7e jour, on dépiste. Si vous êtes positif, on vous envoie au centre de traitement et immédiatement, on vous prend en charge pour éviter que vous ne développiez la forme grave de la maladie. Maintenant, si on dépiste au 7e jour et les contacts sont négatifs, on continue le suivi jusqu'à 16 jours. Et au 16e jour, on fait un deuxième prélèvement pour voir si, entre-temps, le virus ne s'est pas développé à votre niveau. Parce qu'il y a une période, un temps d'incubation. Donc, au 16e jour, on fait un deuxième prélèvement. Et c'est à la fin de ce deuxième prélèvement, si on voit que c'est toujours négatif, donc vous sortez de la quarantaine, vous sortez du suivi des équipes d'intervention rapide. Mais lorsqu'on vient dans une communauté, c'est compliqué. Les gens commencent par stigmatiser, comme vous le dites, la maison et ils commencent par montrer du doigt alors que ce n'est pas ça. Vous ne les aidez pas. Vous n'aidez pas les autres à se signaler. Imaginez un peu si vous êtes parmi ceux qui stigmatisent la maison. Lorsque vous aurez des signes, vous aurez du mal à vous signaler parce que vous aurez peur de cette stigmatisation que vous-même vous avez fait à d'autres. Donc, il faut que la population
arrête cette stigmatisation. Cette stigmatisation ne nous arrange pas. Elle risque plutôt de faire éclore la maladie dans la communauté et le temps de se rendre compte, c'est un peu tard. Donc plutôt, quand vous voyez l'équipe d'intervention rapide venir chez quelqu'un, aider plutôt cette équipe d'intervention rapide à avoir un œil sur ces contacts-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui respecte la quarantaine. Certaines personnes, lorsque nous quittons, ils sortent, ils vaquent à leur occupation normalement. Or, ça ne devait pas être le cas. Donc, au lieu de stigmatiser, aider plutôt les services de santé à mieux contrôler cette maison. Parce que si on arrive à bien les suivre et à retirer les contacts qui peuvent peut-être devenir positifs, ça casse la chaîne de transmission, c'est fini. Très bien. Alors, Monsieur Sani, oui. vous aussi déjà arrivé de dénicher parfois quelqu'un qui craint de se prononcer ou alors de se laisser faire par peur d'être stigmatisé? En fait, comme je suis en train de dire, nous sommes à la coordination nationale. En fait, c'est les districts qui travaillent le plus. Et nous, on vient en appui s'il y a des besoins d'appui. Sinon, en fait, la communauté, en tant que telle, des fois, elles sont résistantes. Donc, je vais vous dire que la dernière fois, j'étais dans mon quartier où j'ai trouvé des gens en train de jouer au ballon. Je suis arrivé, j'ai garé mon véhicule, je leur ai dit, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Tout le monde a pris son sac, il est parti. Ils ont compris sur le champ que c'est une situation. Parce que jusque-là, le gouvernement interdit les rassemblements et même aller au sport. Et subitement, tout le monde a couru. Mais, ce qui veut dire que moi, je suis venu attirer seulement leur attention par rapport à la chose. Normalement, c'est le travail des interventions rapides et puis les équipes de district. Mais chaque fois que nous nous retrouvons dans un coin, nous essayons de rappeler à l'ordre les mesures barrières que le gouvernement a introduites et que nous devons respecter pour que vraiment la maladie, nous la limitons plus. Parce qu'en ce dernier mois-ci, nous n'avons plus de temps parce qu'il faut participer à des réunions, il faut faire des actions sur le terrain, il faut suivre. Donc ça nous demande plus de travail que nous avions dans le temps. Et donc par conséquent, la population doit comprendre que aujourd'hui cette maladie, elle est nouvelle, elle n'existait pas. Mais elle arrive, les mesures sont prises. Parce que depuis mars, le 6 mars que nous avons eu le premier cas, mars, avril, mai, aujourd'hui nous sommes à 3 mois, le gouvernement, beaucoup de efforts ont été faits. Sinon, les résultats que nous avons aujourd'hui, ça ne devrait pas être le cas si les mesures n'étaient pas prises. Donc ça signale que beaucoup de mesures ont été prises et que nous encourageons la population de tenir. Parce que si on ne tient pas, on ne va pas espérer que dans les prochains jours, on va gagner le pari. Donc tenons le peu qu'il faut pour pouvoir gagner le pari pour demain. Parce que plus on est résistant, plus on peut arrêter la transmission de la maladie. Si je prends un exemple, autour d'un cas, on a plus de près de 25 contacts. Regardez, si autour de ces 25 contacts, on ne les a pas sous la main, qu'est-ce que ça va devenir? C'est-à-dire que 25 cas positifs et négatifs, un cas positif, mais 25 cas autour. Si on ne s'occupe pas des 25 cas, demain, c'est 200, c'est 300, c'est 400, c'est 500. Et à un moment donné, nous, les personnels de santé, on ne sera pas capable de pouvoir gérer. Et nous allons nous lasser, et puis ça va devenir un problème pour le pays. Donc nous encourageons la population à comprendre que c'est une nouvelle maladie et qu'elle a besoin que nous soyons vraiment participatifs, qu'on participe vraiment à la résolution. On participe à annoncer ou bien à informer les personnels de santé ou bien dire s'il y a des situations dans une zone que les gens se cachent pour que nous puissions... Non, on va à la recherche des cas. Des fois, on va à la recherche des cas parce que s'il y a des cas qui se cachent... La recherche des cas. Des cas, parce qu'en fait, quand il existe dans des zones obscures, on vous annonce qu'il y a des situations de cas dans une zone, nous avons une investigation et on s'assure que nous sommes allés éclairer dans l'antenne de tout le monde et donner la queue. Parce que des fois, les populations disent qu'il y a un monsieur qui est là, qui fait quoi, qui donne des signes et le personnel est obligé de pouvoir aller et de s'assurer qu'on a donné la lumière à chaque. Donc c'est pourquoi à chaque réunion, il y a la gestion des rumeurs. La gestion des rumeurs est un événement très important et qui permet de juguler chaque fois tout ce qui arrive et qui permet aussi également de s'assurer que dans chaque zone du pays, nous avons la situation. Parce que les informations sont vraiment importantes pour pouvoir suivre la maladie et pouvoir savoir ce qui se passe sur le terrain et espérer que tout ce qu'on est en train de dire, c'est le vrai. Parce qu'en fait, les gens se disent que des fois on nous dit qu'on enterre plus que c'est... En fait, nous sommes dans une période difficile. Si par exemple,
Prenez un exemple. Voir au niveau de la mer, vous trouvez un décès. On va le laisser parce qu'il est décédé et il n'est pas Covid. C'est ça des fois que les gens ne comprennent pas. Ils disent que nous enterrons plus qu'il faut. C'est pas ça. Quand quelqu'un qui vient dans un hôtel et à la fin, en fin de journée, on le trouve mort, d'abord on fait le prélèvement et ensuite on enterre de façon sécurisée pour ne pas garder ce qu'il faut. On trouve quelqu'un à la plage, donc le médecin légitimement doit légiférer et ensuite le corps doit être prélevé et enterré de façon digne et sécurisée. Mais ce n'est pas Covid. Mais au fil ici, les résultats de Covid venaient et ça devenait positif, on les considère dans le cas de mort. Mais maintenant, comment il faut retrouver les contacts. Donc, c'est des soucis qui demandent encore des réflexions. Les allégations font état de plus de morts que déclarés officiels. Oui, oui. Vous répondez quoi? Non, c'est ce que je suis en train de répondre parce que nous sommes dans une période difficile. Il y a des gens qu'on peut retrouver morts sans qu'on n'a pas pu interroger et qu'on ne connaît pas l'origine de leur mort. On est obligé de pouvoir enterrer de façon digne et sécurisée pour éviter que ceux qui enterrent ne soient pas exposés et également aussi faire des prélèvements autour de ces cas. Alors, lorsqu'on voit des enterrements avec des gens en combinaison, des agents de santé en combinaison, ce n'est pas forcément Covid-19. Non, ce n'est pas Covid-19. Pas forcément. Pas forcément. Parce que nous sommes dans une période difficile. Quelqu'un, par exemple, a une tuberculose. Et puis, il vomit du sang. Et il meurt à la suite du sang. Quand quelqu'un va arriver dessus, il va dire, ouais, c'est Covid. Mais comme nous sommes en période de Covid, il faut enterrer par excès. Il doit enterrer par défaut. Parce que si on laisse à la communauté, on s'expose davantage. Donc ça, c'est pourquoi vous pouvez constater qu'autour des cas, vous allez trouver que des gens portent des combinaisons pour pouvoir relayer, puis enterrer de façon digne et sécurisée pour éviter que ça soit un boom. Parce que autour d'un cas, si on n'enterre pas de façon digne et sécurisée, on risque de pouvoir avoir après des nombres importants derrière ce cas qu'on n'a pas connu l'origine. Très bien, merci. Oui, docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Je donne juste l'exemple de mon district où ce monde a enterré 3 personnes d'une façon digne et sécurisée. Donc, le personnel était en combinaison. Lorsqu'on nous a signalé, les policiers de la gare routière nous ont appelés parce qu'il y a découverte de corps, on prélève. Le prélèvement est envoyé à l'INH, mais le résultat, c'est le lendemain. Donc, on ne va pas attendre, laisser la personne là-bas jusqu'au lendemain pour savoir s'il faut l'enterrer d'une façon digne, sécurisée, ou bien il faut l'amener à la Jusque-là, on cherche les parents de la famille du corps, ou alors on l'enterre d'abord. On doit voir, oui, on l'enterre. On l'enterre. En présence des parents. En présence des parents. Si on en trouve. Si on en Si on en trouve. Mais il y a certaines personnes, ceux qui sont au niveau de la plage disent que non, en fait, il est seul. Peut-être qu'il est venu d'une autre région, ça fait longtemps qu'il vit là-bas. Donc, ces personnes, on ne va pas attendre le résultat de l'INH. L'équipe est obligée d'aller l'enterrer en combinaison. Donc, lorsque la population voit cela, elle se dit que c'est une personne forcément morte de Covid. Alors que nous, on ne pouvait pas attendre 24 heures. Puisqu'il ne faut pas l'amener aussi à la morgue. Donc, le lendemain, je peux dire que les trois personnes que nous avons enterrées dans notre district, le lendemain, le résultat était négatif. Mais nous les avons enterrées en combinaison. Parce qu'on ne savait pas en ce moment-là s'il serait positif ou bien négatif. Très bien. C'est clair maintenant. Ce n'est pas tous ceux qu'on enterre en combinaison qui sont atteints de Covid-19. Alors, que dire aujourd'hui du traitement du Togo de la maladie à coronavirus? Toujours la formule Raoult, ou alors nous avions appris que le Togo met en essai le Covid organique de Madagascar. Est-ce que c'est déjà administré aux malades? Ok, merci. Donc, par rapport au traitement, je vais laisser plus le docteur parler. Tout à fait. Ok. C'est vrai que M. Sali laisse le docteur parler, mais nous, on n'est pas au centre de traitement. Donc nous sommes à la base, au niveau du district. Nous allons vers la recherche des cas. Et lorsque les cas sont confirmés positifs, nous les envoyons vers le centre de traitement. Mais ce que je sais, c'est que d'une façon générale, tous les patients, qu'ils soient asymptomatiques ou pas, c'est-à-dire qu'ils aient la forme grave,
ou bien la forme asymptomatique sans signe, on les met systématiquement sous le protocole du professeur Raoult. C'est le protocole que l'État togolais a adopté. Ils ont sorti une note. Mais il y a le médicament Covid organique de Madagascar que l'État a commandé, et ils veulent maintenant mettre une partie des cas confirmés sous ce médicament. Donc, pour voir aussi l'évolution, comment ça va se passer. Donc, pour l'adopter ou non? Pour l'adopter ou non. Très bien. Sinon, je peux maintenant ajouter, parce que comme ici au centre de prise en charge, en fait, pour le traitement, il faut le dire aujourd'hui, c'est le traitement chloroquine plus l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine qui est utilisé. Mais il y a un souci qui est, parce qu'en fait, il y a des fois des malades qui ont des antécédents qu'il faut en tenir compte. Parce que des fois, à la réunion de coordination, on dit systématiquement la méthode de Raoult, mais il existe certaines résistances qui demandent à ce que nous puissions suivre les antécédents du malade. Et c'est les antécédents du malade qui sont fondamentaux. Donc on se dit aujourd'hui, quand on veut traiter Covid, ne pas se limiter au Covid seul, de penser qu'est-ce que notre malade avait au départ avant de pouvoir avancer. Parce qu'il est arrivé des fois que des gens qui sont mis sous traitement selon Raoult, ils font des résistances. Et donc ils sont obligés de bloquer et d'ajouter certaines molécules pour pouvoir récupérer ces malades. Et nos chercheurs de Lomé sont en train de penser qu'est-ce qu'ils vont faire avec les personnes guéries. Est-ce qu'ils peuvent récupérer avec le temps le sérum des choses des malades guéris pour des résistances. Donc vous comprenez que déjà des recherches sont en train d'être faites. Par rapport au Covid et aux produits organiques, je pense que c'est des essais que le gouvernement veut aussi essayer pour voir ce que ça peut donner. Mais on ne peut pas oublier que notre université de Lomé est en train de produire aussi quelque chose que bientôt nous allons expérimenter sur certains malades. Donc c'est pour dire que ce n'est pas Madagascar seul qui est en train de faire des choses, mais notre université aussi est en train de... La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les barrières, par rapport aux barrières, notre université a mis en place des masques. Donc il a mis aussi beaucoup des solutions hydroalcooliques qu'on avait beaucoup connues de rupture. L'université nous a aidé dans ce sens. Ça veut dire que des efforts sont en train d'être faits. Et puis des psychologues aussi continuent à réfléchir par rapport au comportement de nos communautés, de nos populations, pour vraiment lutter contre le Covid. Et sans oublier, vous les communicateurs, aujourd'hui, si nous sommes en train de parler, c'est parce que vous faites un effort louable, c'est pourquoi nous sommes ici en train de discuter de Covid. Si sans vous, sans la communication, les gens devaient rester à l'impasse et on va toujours jeter. Donc, ça veut dire que tout le monde, dans ce qui le concerne, est en train de faire sa partition pour que dans le pays, nous ayons de meilleurs résultats et que nous espérons vraiment protéger notre population contre le Covid qui est vraiment en train de sévir dans le monde entier. Quand les gens se demandent des fois, qu'est-ce que nous faisons? On se dit au Togo, qu'est-ce qu'il y a? Parce que les gens s'étonnent parce que l'Afrique reste solide. Et je pense que c'est un acte pour tous. Merci, M. Sani. Pour finir très rapidement, c'est vrai, le sujet avait défrayé la chronique. C'est bien le rapatriement de la diaspora togolaise, soit du Koweït ou alors de la France. Le premier vol après ou alors en pleine Covid-19 de Air France, c'était donc samedi dernier et beaucoup l'ont critiqué, d'aucuns aussi l'ont apprécié à des raisons officielles. À ce jour, M. Sani, quel a été le cheminement de ces arrivants et jusqu'à l'heure que nous parlons? Merci beaucoup. Donc, avant l'arrivée de l'équipe, le ministre nous avait donné des instructions fermes de voir les dispositions que nous devons prendre pour pouvoir accueillir nos frères qui devaient rentrer au pays. Parce que, vous savez, dans la situation de Covid, beaucoup de gens sont restés dans l'impasse parce qu'ils étaient en mission, tantôt d'autres étaient allés pour les études, et donc ils sont bloqués ailleurs. Et donc, quand l'occasion s'est présentée, Air France devait venir pour rapatrier certains de ses compatriotes. Nos frères devaient revenir. Donc le ministre nous avait dit de prendre les dispositions. Donc à l'aéroport, il faut le dire, déjà les dispositions ont été prises pour mettre des solutions alcooliques pour accueillir tous ceux qui devaient arriver. Et ensuite, les accueillir et faire des prélèvements sur place. Donc tout ce qui était arrivé, d'abord nous avons pris les températures, les solutions hydroalcooliques, ils ont été prélevés. Et ensuite, ils ont été conduits. Ils ont été conduits
au niveau de Eda Oba, après le prélèvement, par un escorte de militaires et des bus de 3 qui étaient mis à la disposition. En clair, tous ceux qui sont venus à bord de Air France samedi dernier sont actuellement en quarantaine. En quarantaine. Et les prélèvements faits, les prélèvements qui ont été effectués, dans aujourd'hui, il y a 2 cas positifs dans le lot. 2 cas positifs dans le lot. Donc, ce qui veut dire que sur l'ensemble de 132 cas qui ont été prélevés, on a 2 cas. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Mais les restes vont rester pour 14 voire 21 jours pour s'assurer qu'ils sont en état avant de rentrer dans la communauté. Donc, c'est un plus pour le pays. Nos compatriotes sont rentrés parce que vous savez la situation qui prévaut quand on n'est pas chez soi. Donc, ça fait plaisir qu'on revienne chez soi. Donc, ça a été bien fait, pour ne pas trop dire. Et l'essentiel a été fait et les compatriotes sont bien rentrés. Très bien. Et vous, docteur, ce rapatriement vous avez inquiété au départ? Bon, je peux dire oui et non. Oui, parce que on se demandait comment ça va être fait. Mais non, parce que je sais déjà que lorsque les voyageurs, lorsque l'aéroport devait être fermé, tous ces voyageurs qui étaient revenus, on avait mis un système, le ministère de la Santé avait mis un système de suivi de ces contacts-là. Lorsque ce suivi était fini, tous les voyageurs qui arrivaient étaient mis en quarantaine au niveau de l'EVL. Donc, du coup, on se disait, si ce même protocole est suivi, est respecté, donc il n'y a pas à se faire il n'y a pas à avoir peur. Donc, ils seront mis en quarantaine. Mais si ce n'est pas suivi comme ça, là, c'est la catastrophe. La preuve, on a déjà trouvé, en même temps, lorsqu'ils sont arrivés, on fait un prélèvement, on a 2 positifs. 2 cas. Imaginez si on les laissait dans la nature comme ça. Donc, il y avait quand même, on était confiants, on savait que le ministère a réfléchi à comment gérer ce lot de passagers, ces personnes, ces Togolais qui sont revenus chez eux. On se disait sûrement ils ont mis en place un mécanisme pour pouvoir gérer. C'est sûr. Docteur Lacté, très rapidement, votre mot de la fin. Il faut que nous soyons responsables. Ne laissons pas la gestion de cette crise au gouvernement seul. Nous tous, nous devons être responsables et aider le gouvernement en respectant les gestes barrières, en respectant les mesures que le ministère a mis en place pour pouvoir couper la chaîne de transmission. Si nous disons c'est au ministère de gérer, nous tous nous pouvons gérer. La preuve, M. Sani, il rentrait chez lui, il n'était plus dans le cadre de son service, mais il a vu des gens en train de jouer, il s'est approché d'eux. Il faut que chacun puisse prendre sur lui d'aider l'autre à respecter les gestes barrières. Si vous voyez un attroupement, ne dites pas que ça c'est le travail de l'équipe d'intervention rapide. Approchez-vous gentiment, dites-leur, mes amis, pour que cette crise finisse vite, rentrez chez vous. Parce que plus les gens ne vont pas respecter les mesures, la crise va durer. Et sincèrement, on sent le relâchement est dû à la fatigue chez certaines personnes. Donc, encore un peu d'effort. Il faut que nous continuions par respecter les gestes barrières, par respecter tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment sortir de cette crise sanitaire. C'est cela. Merci, docteur. Il faut alors que chacun s'approprie de cette lutte contre la COVID-19 au Togo pour pouvoir en finir définitivement. Docteur Nempe Lacté, directrice du district sanitaire numéro 4. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Monsieur Sani, votre mot de la fin, très rapidement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour nous avoir permis d'échanger avec vous sur la situation de Covid au Togo et espérer, vu l'allure où nous en sommes aujourd'hui, avec des cas jusqu'à 386 cas, puis près de 100 guéris et 12 décès, ça nous demande encore un peu d'effort. Un peu d'effort pour vraiment juguler la situation, parce que nous venons de finir l'état d'urgence qui a été programmé pour 3 mois. Mais devant la situation, nous devons faire encore un peu d'effort pour vraiment que nous puissions atteindre, nous puissions aller à la coupure de la chaîne de transmission dans la plupart des cas de malades qui sont dans la communauté. Exhorter la communauté à vraiment informer plus tôt des cas suspects qu'ils ont dans leur zone et ensuite aider les personnels de santé vraiment
à pouvoir s'occuper réellement de ces cas et dissimuler. Renforcer la communication dans la communauté et respecter les mesures barrières qui sont des éléments fondamentaux qui peuvent vraiment nous aider à sortir de cette période de crise qui dure un peu. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur Amidou Sani, ingénieur sanitaire, chef division de l'assainissement de base à la direction de l'hygiène et l'assainissement de base. Merci d'avoir été des nôtres également. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Eh bien, respectons les mesures barrières, restons protégés. Menons ensemble cette lutte contre la COVID-19 au Togo. À très bientôt sur cette même chaîne. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.